Merci, merci à tous d'être là. Donc, au nom de Jérôme Rive, le directeur de l'IAE, je vous remercie d'être venus nombreux participer à ce premier événement carrière organisé en amont du Forum Carrière du Management qui se déroule cette année, je vous le rappelle, le 29 novembre. Je remercie bien sûr et avant tout nos témoins, nos diplômés donc, qui ont accepté de partager leur parcours et leur expérience depuis qu'ils ont quitté l'IAE. Ils sont 7 aujourd'hui, tous diplômés du Master Vente et Marketing, avec des spécialités différentes. Voilà. Je remercie également le service emploi carrière alternance, qui, vous ne le savez peut-être pas, mais œuvre au quotidien pour vous accompagner dans votre insertion professionnelle. Voilà. Alors, je vais vous céder la parole. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter tous, les uns après les autres. Vous notez vos questions, puisqu'on réserve un temps de partage et d'échange à la fin de leur intervention. Voilà. Alors, Déborah, vous êtes diplômée du Master Vente, promotion 2008-2009. 2008-2009. Alors, moi, c'est Déborah Kervénic, j'ai 27 ans. Je suis arrivée effectivement sur Lyon dans le cadre du Master 2 VMC à l'époque, donc Vente et Management Commercial. J'étais responsable de rayon chez Decathlon, et en l'occurrence à Brest, puisque je suis bretonne. Donc, je faisais 2 semaines à Brest, 1 semaine à Lyon. J'ai fait ça pendant 1 an. À la fin de mon année, on m'a proposé de reprendre la gestion du personnel et le service client du magasin de Brest. Donc c'est 8000 m², 140 collaborateurs et 28 millions d'euros. Donc quand j'étais en alternance, j'avais 14 collaborateurs. À la fin de mon alternance, j'en avais 32. Ensuite, on m'a proposé, au bout de 2 ans sur ce poste-là, de reprendre la gestion du poste de directrice en formation sur le magasin Decathlon Lyon-Part-Dieu. Donc là, j'ai fait le grand écart et j'ai déménagé sur Lyon. J'y suis arrivée du coup l'année dernière, au mois d'août. J'ai fait 1 an et maintenant je suis directrice du magasin de Limonest, donc dans l'ouest lyonnais. En amont, j'ai fait un BTS MUC en alternance à la FNAC, une licence pro commerce et distribution qui s'appelle Distec, qui je pense est fait aussi ici, mais moi c'était en Bretagne, et j'étais chez Conforama en alternance, et après j'ai fait un Master 1 marketing et gestion des entreprises en tant qu'assistante marketing chez Veolia Transport, pour ensuite aller chez Decathlon. Voilà. Merci Déborah. Claire Ribouillard. Claire, vous êtes diplômée de marketing et vente avec une spécialité marketing territorial de la promotion 2006. Oui, c'est bien ça. Alors en sortant du diplôme, j'ai travaillé pour plusieurs réseaux d'entreprises, à la fois dans le développement touristique, puis après dans le développement économique local, donc que ce soit des filières régionales, pôles d'excellence ou grappes d'entreprises. Alors le marketing territorial, c'est un secteur qui, lorsque je faisais mes études, qui était tout à fait nouveau, qui avait à peine une dizaine d'années. Aujourd'hui encore, ça reste encore très, très novateur, et je sais que souvent ça ne parle pas forcément quand on explique que l'on est délégué général, par exemple pour ma part, d'un pôle d'excellence qui s'appelle pôle d'intelligence logistique. Donc c'est une structure à part entière, c'est un outil au service des entreprises et du territoire. C'est une structure qui réunit 85 structures morales, que ce soit des entreprises, des acteurs de la formation recherche ou des partenaires institutionnels, et un réseau qui fédère 350 professionnels, tous experts de l'usine logistique, puisque nous travaillons sur la logistique, puisque Rhône-Alpes est une grande plateforme en Europe, et le Nord-Isère où je travaille, donc c'est au sud de Lyon, c'est la première plateforme logistique terrestre en Europe. Donc dans ce poste de délégué général, on peut appeler ça aussi cluster manager ou directeur de cluster. Vous pouvez attendre différents noms en fait. J'ai en charge de la direction stratégique et opérationnelle, le développement, l'animation de cette structure-là, et puis le management d'une petite équipe de permanents également qui m'aide sur toutes les actions que nous menons. Donc c'est un poste passionnant, puisque vous pouvez être à la fois au contact du terrain dans les entrepôts logistiques avec un cariste ou un manager, un chef d'équipe, comme avec un chef d'entreprise, un PDG pour une réunion de direction, comme le soir même, dans la même journée, vous pouvez être à une réception pour un peu de lobbying et de politique, parce que ça fait partie du métier, avec un président de conseil général, régional, un président de chambre de commerce, le préfet, le sous-préfet ou compagnie pour du réseautage, voilà. Donc c'est un poste qui est vraiment, vraiment passionnant, qui demande de l'ouverture d'esprit, de l'adaptabilité, beaucoup de polyvalence, parce que vous avez en charge une structure à part entière, de A à Z, et qui demande aussi beaucoup d'énergie, puisque ce travail-là, c'est du collectif, c'est du réseau, et en fait, vous devez donner envie à des personnalités très différentes de travailler ensemble.
dans un même but, en plus de leurs heures de travail. Donc, ce sont des personnes qui s'impliquent dans le réseau en plus de leur métier. Voilà. Donc de l'énergie, il en faut à revendre. Merci Claire. Bertrand, Oui. vous êtes diplômé vous aussi du master vente et management commercial. Vous êtes créateur, fondateur d'une entreprise de services qui s'appelle Servizen. Voilà, c'est ça. Donc j'étais dans la promo de Déborah et donc à la fin de ma formation, voilà, comme on avait fait un diplôme qui était plutôt polyvalent, j'ai eu l'envie de créer une entreprise et donc avec un autre de la promo qui n'a pas pu être là aujourd'hui, on a monté une entreprise dans le service à la personne. Donc c'est un secteur assez nouveau, ça doit avoir à peu près 4-5 ans. Donc de multiservices auprès de particuliers. Donc on fait tout ce qui est ménage, garde d'enfants, bricolage auprès de particuliers. Donc notre rôle, nous, on est en agence là sur rue Vendôme, là, dans le 3e. Notre rôle, c'est de coordonner en fait des intervenants auprès d'une clientèle de particuliers. Donc c'est un travail de chef d'entreprise, une petite entreprise, donc qui demande à peu près toutes les compétences qu'on a pu voir dans notre master. Donc la vente, la gestion d'entreprise, le marketing, le recrutement. Voilà, tout simplement. Merci Bertrand. Carole. Oui. Donc Carole Maisonial, vous êtes récemment diplômée du master marketing et vente en B2B. Votre parcours est un peu différent puisque vous avez d'abord développé vos compétences et vous êtes revenu vous former à l'IAE tout récemment. Tout à fait. Donc, je suis une jeune diplômée puisque j'ai obtenu mon diplôme de master marketing et vente B2B cette année, en 2012. Donc, j'ai terminé le 30 septembre. Effectivement, moi, j'ai fait le parcours inverse. J'ai 50 ans et je suis revenue donc à la fac l'année dernière. Et ça a été pour moi une année en fait extraordinaire. Et je suis revenue en parcours initial, c'est-à-dire avec des élèves comme vous, du même âge que vous, on va dire. Et ça a été effectivement des moments à la fois de partage, mais quelque chose de très valorisant, je trouve, et puis surtout très adapté à ce que je recherchais. Donc en fait, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie pharmaceutique. Ma plus récente expérience professionnelle, c'est donc en tant que coordonnateur des ressources opérationnelles externes. Donc, ça fait très pompeux comme ça, mais ça regroupait, on va dire, 3 missions. Chef de produit pour un calcium mondialement connu, puisque c'est la première marque mondiale de calcium. Autrement, donc, un projet concernant la qualité, notamment sur le versant certification de la visite médicale. Et puis également toute une partie, en fait, une mission en fait qui correspondait à une gestion de la relation client externe, puisque nous externalisions nos forces de vente, qui représentaient à peu près plus de 600 personnes sur le terrain. Donc je m'occupais en fait d'être en relation avec les différents prestataires de services. Et donc le laboratoire dans lequel j'ai travaillé, c'est Pfizer Santé Familiale. Donc, comme dans toutes les grandes entreprises, il y a des fusions. Donc, Pfizer a fusionné avec Wyeth il y a 2 ans. Et l'opportunité m'a été offerte, dans le cadre d'un plan social, de pouvoir me reconvertir. En tout cas, de pouvoir choisir une voie et de la valider par un diplôme. Donc, comme le marketing dans l'ensemble de ces missions était vraiment ce qui m'intéressait le plus, j'ai donc cherché une fac, en tout cas un master qui pourrait convenir à ce que je souhaitais faire à l'avenir. Et j'ai trouvé en fait beaucoup d'accueil, enfin un accueil non seulement chaleureux et sympathique à l'IAE, mais également une aide pour monter mon dossier, en fait, mon dossier d'inscription, pour également faire les différents entretiens avec les différentes personnes, bien sûr, pour être admise. Et donc, j'ai entamé mon master en marketing et vente B2B au mois de septembre l'année dernière. Voilà. Autrement, que dire d'autre ? C'est déjà pas mal. Oui, ce que je fais peut-être maintenant ? Non ? Oui, ce serait bien. D'accord. Ouais. Donc, en fait, moi, je souhaitais rester dans le marketing et offrir, en fait, mes services à des petites structures, des petits laboratoires pharmaceutiques. Alors, petit, c'est un peu restrictif. Ce sont des laboratoires pharmaceutiques qui ont un chiffre d'affaires entre 8 et 15 millions d'euros. L'idée, en fait, c'est que ces structures disposent, en fait, rarement d'un service marketing. C'est souvent soit le directeur général qui s'en occupe, soit le directeur des opérations.
Donc l'idée est vraiment d'offrir mes services à la fois sur le versant marketing pur, produit en fait, mise en place des produits, campagne terrain, mais également travailler avec eux sur le versant qualité qui prend une importance de plus en plus considérable dans l'industrie pharmaceutique, puisque aujourd'hui l'industrie pharmaceutique, notamment par le biais de ses ventes, est soumise en fait à une certification. Et que l'on soit le leader mondial comme Pfizer ou une petite structure, tout le monde est soumis aux mêmes contraintes. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement leur apporter mon aide dans ce domaine, et donc mes compétences. Et effectivement, le fait d'être diplômé de l'IAE m'a permis en fait d'avoir une caution importante auprès de ces entreprises, et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce diplôme, d'autant que l'IAE est un nom qui est parfaitement reconnu par les entreprises, donc effectivement c'est une porte d'entrée. Voilà, donc actuellement je travaille avec une petite structure qui s'appelle RM Pharma, et puis j'espère en acquérir d'autres bien évidemment, et poursuivre dans ce chemin de consultant en fait en marketing, principalement dans les laboratoires pharmaceutiques. Merci Carole. Geoffroy Dejoux, vous êtes vous diplômé du master vente et management commercial, promotion 2011. Tout à fait. Bien, bonjour à tous. Voilà, donc je suis diplômé, un récent diplômé. Mon parcours, en fait, il est lié au monde du vin et au monde du commerce, parce que j'ai commencé mes études supérieures avec un BTS spécialisé dans technico-commercial, boissons, vins et spiritueux. Alors pourquoi, vous allez me dire, j'ai fait ce BTS à la sortie du bac? Parce que j'aimais le monde du vin en général. Et puis à l'époque, j'étais dans une région viticole, pour ceux qui connaissent, dans la Drôme, donc du côté vers Tain-l'Hermitage, etc., qui s'apprêtait justement bien à entamer ce BTS. J'ai ensuite continué à travers un parcours classique en école de commerce dans le 9e, une école qui s'appelait l'ICL, qui m'a permis d'enrichir mes compétences au niveau commerce aussi, et toujours en alternance où j'ai pu avoir des postes dans le domaine de la communication et du marketing. Et ma dernière année, donc mon master vente et management commercial, j'ai voulu le faire à l'IAE, un peu pour les mêmes raisons que Carole, parce que j'étais convaincu de la pertinence de ce master, et également de la renommée aussi de l'IAE. Et cette dernière année, en fait, je l'ai faite chez Moët Hennessy Diageo, qui est le monde des champagnes et des spiritueux, pour ceux qui connaissent, sur le circuit de la grande distribution. À l'issue de mon master, j'ai souhaité continuer dans la grande distribution, parce que c'est un milieu que je connaissais bien. Je suis rentré en tant que chef de rayon chez Auchan, sur Auchan Saint-Priest, qui est un très gros magasin. Je ne sais pas si vous avez déjà pu y aller en tant que client. C'est 800 salariés. Hein. Pardon ? 800 salariés. Voilà, 800, ouais, peut-être même 1000, je crois, pas loin de 1000. J'ai découvert la fonction de manager, qu'est-ce que c'était manager, et surtout manager des employés, qui est très différent des cadres. Et j'ai pu connaître beaucoup de choses, aussi bien sur la partie gestion humaine que gestion au sens pur, compte d'exploitation. Néanmoins, à l'issue de 8 mois passés chez Auchan, en fait, il y a eu pas mal de changements en interne. Et au début, j'étais sur la partie liquide. Donc j'étais vraiment dans mon cœur de métier, mon domaine d'activité. On m'a demandé de me rediriger plutôt vers la partie surgelée. Donc autant vous dire que c'était glacial à tout point de vue. Et du coup, je me suis dit que moi, je voulais allier un métier avec un métier passion, et je suis revenu dans le domaine des vins. Aujourd'hui, je suis chef de secteur sur la région Rhône-Alpes pour l'Union Signy Vigneron, qui est en fait un groupement de caves coopératives. Et je travaille toujours avec la grande distribution et également avec ce qu'on appelle le circuit trad. C'est la partie caviste et restaurateur. Donc voilà. Merci à tous. Merci Geoffroy. Anaïs Guyot, jeune diplômée également du master marketing et vente, spécialité marketing et vente de produits de grande consommation. Vous travaillez actuellement chez Bioderma. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre parcours, Anaïs ? Bonjour à tous. Donc, comme Carole, je suis diplômée de cette année, 2012. Donc, du master marketing et vente B2C, donc le plus orienté, on va dire, produits de grande consommation, produits qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien.
Sortant du diplôme depuis quelques mois, je vais peut-être plutôt, comme Geoffroy, vous expliquer ce que j'ai fait avant. J'ai commencé par un BTS également en cosmétique, parce que c'était l'univers de la beauté qui m'intéressait. Malgré tout, après ce BTS, c'était que des postes opérationnels qui s'ouvraient à moi, donc j'ai souhaité continuer. J'ai fait une année d'alternance en tant qu'animatrice commerciale sur la région Rhône-Alpes en parfumerie. Donc j'avais une quarantaine de points de vente à animer, de la formation, du merchandising, etc. Ensuite, j'ai encore voulu continuer, donc là, j'ai toqué à la porte de l'IAE et j'ai découvert une licence qui est sur les quais, qui était en alternance, qui ouvrait la porte aux diplômés de BTS. Donc une licence de management et de qualité, qui était également en alternance, où là, je l'ai fait dans un spa sur Lyon. En tant que manager, je m'occupais aussi de la com, un peu du marketing, et puis de la qualité aussi, puisque c'était une petite structure. Et derrière ça, j'ai attaqué mon master, master 1, master 2. Première année de master, j'ai fait mon stage chez Gatineau, qui appartient au groupe Revlon, en développement, enfin marketing développement, marketing opérationnel. On a modernisé l'offre de soins professionnels au niveau monde et on a développé un appareil de diagnostic de peau, comme on peut le voir de plus en plus en grands magasins. Et ensuite, la deuxième année de master, je l'ai fait avec une mission supplémentaire d'ambassadrice pour Danone. Donc pour mettre en place un lien de proximité entre le groupe et les étudiants pour faciliter la recherche de stages et d'emploi. On a organisé un événement au mois de janvier qui a été un vrai succès parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'étudiants qui étaient là et puis de nombreux managers Danone également qui étaient à l'écoute de leurs questions. Et j'ai réalisé mon stage de fin d'études donc chez Bioderma, qui est juste à côté, au service marketing stratégique et développement, en tant que chef de gamme junior, donc sur les deux plus grosses gammes du portefeuille, qui sont Créaline et Sébium. Mesdemoiselles, vous devez sûrement connaître Créaline H2O, qui est l'eau micellaire qui est la plus vendue en France. Mon stage s'est fini fin septembre, et ils ont voulu me garder encore en stage. Je me suis dit, allez, je reste encore 3 mois sous ce type de contrat et puis on verra plus tard. Voilà, je laisse la parole. Merci Anaïs. Camille Barthes. Donc Camille, vous êtes, vous, diplômée de Master Vente et Management Commercial, fortement représentée aujourd'hui. Vous êtes de la promotion 2010 et vous êtes chez Alliance depuis peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je suis diplômée, en effet, du Master Vente et Management Commercial donc, de septembre 2010, donc assez récemment également. Moi, j'ai fait toutes mes études en alternance sur les fonctions de vente. Donc, le Master Vente était finalement... une logique et pour moi et un diplôme aussi qui est très complet par rapport à la formation et puis à l'alternance. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui nous permet d'avoir des fonctions, de s'intégrer peut-être plus facilement dans l'entreprise, d'être beaucoup plus terre à terre que peut-être certains de nos collègues qui vont faire que des études classiques. Après, c'est un avis personnel, hein, mais puisque vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que c'est l'une des raisons qui vous a attiré sur ce diplôme aussi. Donc voilà, donc j'ai occupé différentes fonctions en vente terrain, vraiment vente pure et dure, puisque j'ai fait 1 an chez Xerox dans les photocopieurs. Donc on est sur du B2B avec 90%, voire 95% de prospection directe. Et après, j'ai enchaîné donc, chez Moiten Diageo. On est plusieurs là, il y a être passé, mais c'est une très belle structure. Donc là, sur la partie grande distribution. Et à la fin de mon diplôme, en fait, j'ai souhaité changer alors pas de métier, mais de secteur. Donc je suis rentrée dans la pharmaceutique, qui m'a emmenée d'ailleurs à Lille, hein, puisque aujourd'hui, si on veut... il faut se donner les moyens des postes qu'on a envie d'avoir et des fois ça veut dire aussi bouger plus loin que le bout de la rue, mais peut-être aller à Lille. Très bonne expérience, hein, ceci dit en passant, on n'est pas du tout sur les clichés qu'on peut voir dans certains films. Donc voilà, donc j'ai fait 1 an et demi chez Biogarant, donc laboratoire pharmaceutique de médicaments génériques.
Donc pareil, sur la gestion d'un portefeuille de pharmacien, de la fidélisation et toujours de la partie prospection. Et là, je suis rentrée sur Lyon pour des raisons personnelles et du coup, je suis depuis 8 mois chez Allianz. Donc là, c'est encore autre chose, on est dans l'assurance, mais sur la partie santé, tout ce qui est protection sociale, donc tout ce qui concerne les complémentaires, la prévoyance et la retraite. Là, pareil, avec alors la gestion d'un portefeuille, une partie fidélisation et clairement 80% de prospection, de conquête pour développer toujours son chiffre, ses clients et voilà, sur un secteur attitré. Voilà, donc vraiment, moi, c'est la fonction vente pure et dure qui m'intéresse et le diplôme m'a permis de m'amener des compétences supplémentaires à ce que je vis aujourd'hui. Très bien. Merci Camille. Alors, y a-t-il déjà des premières questions, des premières réactions? Donc on a donc sur la scène les différentes compétences qui sont visées et proposées à travers ce master marketing et vente, puisqu'on a à la fois du management, à la fois de la gestion de centres de profit, gestion d'équipe, gestion des hommes, marketing territorial, création d'entreprise, donc là on a le panel complet, marketing et vente en B2B, le commercial à part entière, et puis Anaïs, donc qui représente le poste aussi de chef de produit. Donc, avez-vous des questions? Alors, vous en aurez peut-être après. Moi, j'en ai une première. Alors, par qui commencer? Déborah, vous avez commencé la présentation. Je vais commencer par vous pour la question. Moi, j'ai une question quand même qui me taraude par rapport à votre parcours. Vous avez 27 ans. C'est ça. Vous êtes aujourd'hui directrice d'un magasin. Quelle responsabilité, quelle charge, comment on vit le fait d'avoir autant de responsabilités quand on est si jeune, aussi dynamique que vous l'êtes, ça c'est une chose, mais en tout cas, autant, est-ce qu'on a la pression, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vivez au quotidien? Déjà, on vit bien, c'est la première des choses. C'est bien. Ensuite, je me mets toute seule la pression, on ne me la met pas, mais ça c'est propre à ma personnalité. Après, je ne ferai pas vraiment de différence entre effectivement le management de vendeur et le management de responsable de rayon. Pour moi, c'est exactement la même chose. La seule différence, effectivement, c'est que les responsabilités montent d'un cran. En soi, je gère un compte d'exploitation, je gère des personnes que j'accompagne dans un projet qui soit interne, soit externe, mais quoi qu'il en soit, je les accompagne. Je fais en sorte de développer un chiffre d'affaires. Je suis responsable de ma petite entreprise sans les risques, c'est-à-dire que quelque part, et sans les bénéfices aussi, ça c'est sûr, c'est-à-dire que quelque part, si jamais je perds de l'argent, c'est pas de mes propres sous. Donc j'ai pas cette pression de me dire il faut absolument que je sois rentable, même si je le suis, et même si je m'engage à l'être. J'ai pas effectivement les bénéfices qui vont avec, mais malgré tout, je prends énormément de plaisir au quotidien à prendre des décisions, à faire prendre des décisions et à faire en sorte que mon entreprise arrive sur des critères financiers, humains, commerciaux et concurrentiels tels que je me les étais fixés. Donc en soi, la pression, je me la mets toute seule parce que je me fixe moi-même mes objectifs, parce qu'effectivement, j'ai peut-être des comptes à rendre à mon patron, même si il m'a validé. Donc s'il m'a validé directrice, c'est que quelque part, il sait que je peux y arriver. Et ce qui m'importe le plus, c'est de faire en sorte que mes collaborateurs au quotidien prennent du plaisir. Je pense que là où je serai le plus déçue de moi-même, c'est si un jour, j'ai un collaborateur qui me dit qu'il prend pas de plaisir à venir au travail. Et que ça en est, en tout cas que c'est de ma faute. Donc là, en l'occurrence, oui, effectivement, c'est cette pression-là au quotidien qui me fait vivre, qui me donne envie de continuer. Voilà. Un beau témoignage. Des questions? Je vais venir vers vous, ça va peut-être vous... C'est le moment de les interroger pas, j'ai encore jamais sur mangé les personne. avant... Oui, j'ai vu un bras se lever. Voilà, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Anne-Sara, je suis en master marketing et communication des services
Et je voulais te demander, enfin vous demander, le fait d'être une femme. Tu peux me tutoyer. Le fait d'être une femme, ça se passe bien en tant que responsable d'un magasin? Alors j'avoue que ça fait bizarre parce que je suis arrivée dans une région où il y avait 12 directeurs, dont du coup 11 hommes et une femme, moi. Donc effectivement, ça fait bizarre. Donc quand on arrive, on entend bon, j'ai mon quota maintenant, en parlant des femmes bien sûr. Mais je crois qu'il faut le prendre du côté humoristique. Donc ce qui fait bizarre, c'est effectivement de se dire que du haut de mes 1m58, je suis pas très grande, et du haut de mes 27 ans, je suis pas très vieille non plus. J'étais la plus jeune des directrices. Effectivement, j'ai des responsabilités. Moi, j'en suis fière, mes parents en sont fiers, donc pour moi, c'est le plus important. Après, je crois qu'il faut aller au-delà des préjugés, et ça me fait toujours rigoler quand je vais arriver des courriers et marquer Monsieur le directeur dessus, parce que du coup, je me dis que c'est ancré dans les mœurs. Et qu'une femme directrice, c'est un peu, ça paraît pas logique. Mais ouais, je le vis. Moi, je suis plutôt pour que ça continue, pour qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les directions. Je crois que c'est pas encore acquis, et je pense que ça va être difficile, puisque moi, pour l'instant, j'ai pas d'enfants, mais le jour où je déciderai d'avoir des enfants, je pense que ce sera compliqué d'allier mon métier et ma vie de famille. Je pense. Voilà. Mais je suis particulièrement contente d'être une femme et d'être directrice. Merci. Merci. Une autre question? Bien, alors j'en ai une à poser à Camille. Camille, vous êtes un pur fruit du commerce et de la vente. Alors c'est peut-être aussi lié à votre famille, puisque Camille a la chance d'être la fille, je le dis, hein, la chance d'être la fille d'Isabelle Barthes, qui est cofondatrice du Master Vente et Management Commercial. Donc peut-être y a-t-il un petit peu de ça dans votre orientation. Mais quoi qu'il en soit, vous vous êtes orienté jeune sur un métier qui est parfois méconnu, souvent décrié, la fonction de commercial. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les avantages et les inconvénients ? Oui, donc en effet, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, puisque mes parents occupaient des fonctions commerciales et puis ma mère consacre, on va dire, sa vie à la vente, finalement, sous toutes ses coutures. Donc les chiens font pas des chats, et malgré 2 ans de droit en tout début, parce que j'avais commencé par du droit, on revient vite à ses premiers amours, et j'y suis toujours, donc c'est que ça me plaît. Alors la vente, je pense que il faut vraiment être, alors vous allez me dire motivé, c'est un peu bateau comme nom, mais c'est vrai que voilà, c'est tous les jours, chaque jour est différent. Le plus difficile, je pense, dans la vente, c'est accepter l'échec. Parce que moi, je suis vraiment sur de la vente, je suis en face du client, donc qu'il soit une petite entreprise, qu'il soit un particulier, on est confronté à l'échec, ça fait partie du métier, et ça, on l'accepte vraiment jamais, mais ça fait partie déjà ça fait partie du métier. Donc ça, déjà, c'est important. Et par contre, la contrepartie, c'est les succès, c'est les signatures, c'est l'attente, qu'est-ce qui va se passer, c'est est-ce que j'ai été bon, est-ce que j'ai bien argumenté, est-ce que j'ai su comprendre ce dont il avait besoin et du coup lui proposer quelque chose d'adapté. Beaucoup d'écoute. Un bon commercial, c'est pas celui qui a la tchatche, c'est celui qui va écouter, comprendre. Et pour moi, un bon commercial, ce qui rend ce métier, c'est vraiment pouvoir comprendre en fait les attentes de l'autre et lui proposer quelque chose en fonction de ce qu'on aura décelé chez lui. Voilà, c'est pas forcément être un cador, c'est pas forcément un signal tous les coups, parce que des fois ça se fait sur du long terme, même du très long terme, mais c'est un métier c'est compliqué à expliquer comme ça en quelques mots, mais voilà, c'est difficile, mais par contre vous avez l'envers du décor qui fait qu'il faut se lever tous les jours et qu'on se motive, quoi.
Je ne sais pas si c'est très français, mais en tout C'est cas... c'est clair, c'est clair. euh, Merci Camille. Juste pour compléter les propos de Camille, un commercial, enfin vous faites tous du commercial finalement, si on réfléchit bien, c'est pas surprenant. Les avantages d'un poste de commercial, est-ce qu'on peut parler aussi d'autonomie, de maîtrise de son travail, est-ce qu'on peut parler de ça? Carole? Oui, c'est une autonomie qui est relative, mais c'est une autonomie quand même parce qu'on gère effectivement son temps, on gère ses clients. Mais effectivement, il faut beaucoup de... Derrière cette autonomie, il y a aussi beaucoup de... comment dire? Beaucoup de... Je trouve pas les mots comme Camille, mais c'est dur à expliquer. Non, c'est pas des contraintes, mais il faut se mettre des barrières en fait soi-même, c'est-à-dire qu'il faut effectivement se pousser. Obligatoirement, il faut s'auto-motiver et c'est pas toujours évident de le faire chaque jour parce qu'effectivement de la motivation que l'on a, de la pêche que l'on a vis-à-vis de nos clients, mais effectivement va dépendre non seulement notre salaire, mais également surtout ce qui va venir au-delà de notre salaire, parce que c'est aussi un des avantages quand même de la fonction commerciale, on n'en a pas parlé, c'est également tout ce qui correspond aux commissions, bien évidemment, sur les ventes. Et effectivement, ce n'est pas négligeable aujourd'hui. Bertrand, pour compléter? Ah d'accord, faut que je complète. Non mais oui, par rapport à la vente, c'est vrai que, enfin, un métier, un bon commercial, je pense moi, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt solitaire. Faut pas rapport d'être tout seul, parce qu'on est souvent tout seul dans sa voiture, à préparer ses rendez-vous, même quand on est chez le client, je veux dire, on représente la société, on est souvent tout seul. Donc faut avoir quand même, pas rapport de la solitude, à mon avis déjà en tant que commercial. Et c'est cette solitude qui fait qu'on est obligé d'être tout le temps se motiver soi-même, parce qu'on a rarement du coup son patron derrière son bureau en train de nous dire quoi faire et dans quel sens aller. Souvent faut se prendre en charge, voilà, faut tous les matins en se levant arriver à se motiver. Et donc ça c'est la première chose je trouve, c'est voilà, accepter, en tout cas être quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude ou le café le matin avant de travailler avec les collègues, faut pas que ce soit une condition sine qua non parce que on n'y a pas droit. Et après derrière faut être, je trouve, voilà, comme disait Camille, elle a bien raison là-dessus. C'est pas celui qui va le mieux parler, le plus parler, qui va être le meilleur commercial. Ça va être celui qui va bien écouter, qui va savoir bien écouter son client et du coup bien répondre à sa demande, à son besoin. C'est beaucoup plus important que même bien savoir argumenter sur son produit. Parce qu'on peut argumenter avec tous les arguments du monde, si on répond pas à son besoin, si on propose pas le bon produit, on vendra jamais. Voilà. J'ajouterais juste que le choix de l'entreprise est hyper importante. C'est-à-dire que on ne peut pas vendre si on n'y croit pas, quelque part. Et d'où l'importance de bien choisir l'entreprise dans laquelle on va travailler. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je ne pourrais pas travailler chez Total. C'est mon choix. Mais par contre, voilà, c'est mes convictions. Je ne pourrais donc pas vendre de produits pour eux, tout simplement. Donc le choix de votre entreprise sera, à mon avis, sine qua non de votre réussite sur le poste de commercial. Une réaction ? Alors, vous m'offrez une belle transition par rapport à la question que j'envisageais de poser à Geoffroy. On a, en tout cas au service ECA, et on ne l'invente pas, hein, on s'appuie aussi sur ce qu'on entend des experts en recherche d'emploi, on a pour habitude de dire que pour faciliter et accélérer votre insertion, vous devez avoir un projet professionnel construit. Vous devez être en mesure de l'exprimer de façon très claire, précise. Vous devez définir votre marché cible, identifier votre liste d'entreprises cibles. Et ma question, Geoffroy, j'y viens. Vous vous êtes spécialisé, vous, très tôt, dans les vins et spiritueux. Est-ce que cette presque hyper spécialisation vous aide aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est un avantage? Ça a l'air de l'être. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être un frein plus tard si vous vouliez changer de secteur? Alors, pour répondre à votre question, Anne-Sophie, oui, c'est un avantage d'être spécialisé. Et faites-le si vous en avez l'occasion et si vous avez justement une passion ou un univers dans lequel vous êtes attiré, allez-y, foncez. Aujourd'hui, justement, ce qui nous différencie quand vous êtes un entretien, par exemple sur le poste d'un commercial dans les vins,
Voilà, c'est clair que si vous avez déjà un parcours dans ce domaine-là, c'est une valeur ajoutée par rapport à d'autres. Et de façon générale, on ne pourra jamais vous reprocher d'être spécialisé dans un domaine si vous savez le justifier auprès des entreprises. Ça n'empêche pas que si par la suite vous souhaitez un jour changer de secteur d'activité, vous le pourrez, mais il faut le savoir justifier, il faut savoir l'expliquer. On a tous le droit voilà, de... Attendez, je change de micro. C'est pareil. On a tous le droit voilà, de changer au cours de sa vie de métier. On sait très bien que pour la plupart, nos parents rentraient dans leur boîte à 20 ans et ils le restaient jusqu'à peut-être même maintenant pour certains. Notre génération, c'est plus du tout la même chose. On est peut-être amené à faire différents métiers au cours de notre vie. Mais néanmoins, être spécialisé, pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée. Et comme ce que disait Déborah, ciblez bien votre entreprise, ciblez bien votre métier. On passe beaucoup de temps au travail, on va dire entre 7 et 14 heures selon les journées. Et il faut voilà, allier justement les deux, l'utile et l'agréable. Donc foncez dans la spécialisation. Merci Geoffroy. Alors une question. Alors une autre question de ma part. Claire, cette spécialisation, vous l'avez, vous, vécue à travers votre master. Est-ce qu'elle vous sert aujourd'hui? En quoi? Alors c'est un peu une question que je vous ai posée tout à l'heure, mais peut-être pouvez-vous nous expliquer plus précisément en quoi vous sert cette spécialité marketing territorial qui est peu connue finalement encore? Oui, alors du coup, avant de vous répondre, je vais peut-être revenir juste sur le parcours parce que je suis allée un peu vite tout à l'heure. Pour ma part, moi j'ai commencé par un DUG et une licence en administration économique et sociale parce que je sortais d'un bac ES et je voulais travailler dans une entreprise sans savoir exactement dans quel service. Donc cette fonction-là, cette formation-là a permis de toucher tous les pans de la gestion d'une entreprise. Ensuite, en Master 1, je suis partie en marketing et vente. Et au cours de l'année, on a pu découvrir différents types de marketing, dont le marketing territorial. Et c'est là, à ce moment-là, quand j'ai eu ces cours de marketing territorial, que ça a été une révélation pour moi. Je voulais travailler là-dedans. Dans le développement éco de territoire, je voulais travailler sur appliquer la démarche marketing à non pas un produit ou à un service, mais à un territoire. Et du coup, c'est pour ça que je me suis spécialisée en Master 2 sur le marketing et management territorial. Et depuis mon stage de fin d'études que j'avais réalisé au comité régional du tourisme, Rhône-Alpes, c'est le bras armé de la région Rhône-Alpes pour promouvoir la région à des clientèles touristiques, donc en France et à travers le monde. Et ensuite, suite à ce stage de fin d'études, j'ai travaillé pour une filière touristique régionale, donc là encore un financement de la région avec un réseau d'acteurs. Et finalement, dans les différents maillons du développement territorial, parce que c'est véritablement une chaîne qui va de la prospection d'entreprises sur un territoire à la fidélisation des entreprises sur un territoire. Ça passe par l'urbanisme aussi. Selon les cibles sur lesquelles vous allez travailler dans le domaine du marketing territorial, vous allez avoir des métiers différents en fait. Donc moi, j'ai travaillé immédiatement pour des réseaux d'entreprises et finalement, je suis spécialisée aujourd'hui sur la gestion de réseaux, qu'ils soient touristiques ou en développement économique local. La formation de l'IAE, elle a été excellente pour moi, je la trouve très bonne, grâce aux professeurs, grâce aux intervenants aussi professionnels qui sont intervenus. Les outils qu'on nous a donnés pendant la formation étaient tous très bons. C'est vrai que le marketing territorial, c'est en fait, vous êtes à la fois dans le privé et dans le public, parce qu'il y a des agences privées qui s'impliquent dans ces métiers-là. Il y a beaucoup de public au niveau des collectivités territoriales, au niveau des agences de l'État, ou même des services de l'État. Et la formation nous a permis de comprendre ces mécanismes-là, de connaître les acteurs et d'avoir des outils de benchmark, de diagnostic territorial, etc. Et donc, quand je suis entrée sur le marché du travail en 2006, c'est grâce à mon stage de fin d'études que j'ai pu trouver mon premier emploi auprès d'un réseau touristique. Et ensuite, c'était de la recherche d'emploi pure. J'ai même fait quelques mois de chômage. C'est un peu difficile, mais heureusement, j'ai réussi à trouver un poste dans le Nord-Isère. Et du coup, quand vous êtes sur le développement territorial, en fait, il faut aller regarder sur les territoires qui sont en développement, justement. Parce qu'un territoire comme Lyon, par exemple, c'est la deuxième région économique de France, Rhône-Alpes. Et Lyon, notamment la Part-Dieu, c'est le deuxième centre d'affaires en France. Donc, c'est un territoire qui, marketingment parlant en matière de territorial, est très, très bien structuré. Ils sont très en avance. La DERLI, vous connaissez tous Only-Lyon. Donc ils sont vraiment les premiers et c'est un modèle en matière de marketing territorial pour toute la France et même en Europe. Donc pour faire votre place dans ces métiers-là, c'est un peu plus difficile, sachant que dans ce type de poste,
C'est beaucoup de réseaux, beaucoup de lobbying. Donc quand vous commencez, vous n'avez pas forcément votre réseau. Donc du coup, moi je me suis tournée sur un territoire en développement qui est le Nord-Isère, et je vous invite à faire de même parce que du coup vous êtes d'autant plus libre de mettre en place des actions dont vous avez vous l'idée, parce qu'il y a tout à créer, il y a tout à faire. Voilà. Et lorsque j'étais en formation, nos professeurs en Master 2 nous répétaient toujours, il faut créer vos propres métiers. Il faut créer vos propres postes parce que vous êtes dans un secteur novateur où il n'y a pas encore, c'est encore tout nouveau, il y a tout à faire. Et c'est vrai que dans les structures de collectivités territoriales ou même au sein de l'État, eh bien, ces métiers-là ne sont pas vraiment connus et donc les personnes avec qui vous allez travailler ne savent pas forcément ce qu'il faut faire. Et donc moi j'avais toujours eu à l'idée qu'il fallait créer son propre poste sans savoir vraiment ce que ça voulait dire, mais je l'avais en tête et en fait j'ai compris en entrant au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, je suis salariée de cette structure-là, mais détachée à 100% pour ce réseau d'entreprise que je dirige. J'ai compris ce que ça voulait dire. En fait, vous savez, vous, ce que vous voulez faire, vous connaissez les contraintes et les enjeux du développement territorial, donc vous pouvez aider les structures, vous pouvez aider les entreprises et votre territoire, et il faut proposer, en fait, il faut être acteur, et moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et dans mes différentes expériences, je suis allée à peu près là où je voulais, et j'espère continuer encore d'avancer. Donc une très bonne formation au sein de l'IAE, et je l'ai toujours dit, l'IAE a effectivement une bonne image auprès des entreprises, on le voit souvent dans les classements, et en matière de marketing territorial, pour ma part, j'ai été très bien formée. Voilà. Merci Claire. Le propos que vous tenez, on pourrait presque le dupliquer sur une vision plus globale, puisque finalement tout ce que vous expliquez, appliqué au marketing territorial, vous pourriez l'appliquer sur l'ensemble de vos projets professionnels. Si vous êtes en mesure d'expliquer à une entreprise ce que vous pouvez lui apporter, vous pourrez créer votre poste. C'est-à-dire qu'en répondant à une annonce, vous serez peut-être le mouton à 5 pattes, jeune diplômé avec 15 ans d'expérience. Voilà. Si vous allez chercher l'emploi où il est caché, c'est-à-dire à travers le réseau relationnel, si vous enquêtez sur un métier, si vous enquêtez sur un secteur et si vous faites votre propre développement et marketing territorial, vous aurez la possibilité de construire votre poste. Et ça, c'est une vraie force que vous aurez, vous, en tant que futur demandeur d'emploi. Voilà. Merci pour ce témoignage. Avez-vous des questions ? Oui. Alors, j'avais une collègue qui devait faire micro-trottoir aussi, mais je crois qu'elle s'est endormie, donc j'y vais. Bonjour, donc je m'appelle Claire, moi je suis en Master 1 Management et Communication. Donc vous n'êtes pas représentée là sur ce parcours, mais je suis intéressée par l'entrepreneuriat, donc ce serait plutôt à propos de Bertrand Fayolle. Je voulais savoir en fait si au moment où vous avez monté votre entreprise, est-ce que vous aviez déjà une idée depuis longtemps ou ça c'est vraiment venu après avec la rencontre Alors oui, c'est vrai que après je l'ai pas monté par hasard. C'est vrai que c'était quand même un projet que j'avais depuis, je pense depuis que je suis sorti du BTS. J'avais l'envie de créer quelque chose. Ouais. Après, comme à peu près tout le monde, j'ai fait après mon parcours en alternance, puis j'ai fini par ce master. Donc c'est vrai que si j'ai opté pour l'alternance, c'est justement j'avais vraiment l'envie d'être très tôt dans la vie active et de me faire en fait d'enrichir mon expérience professionnelle, mais voilà, pas pour forcément si j'ai eu la chance de travailler chez MHD qui est un gros groupe mondial. Après mon souhait c'est j'aurais pu continuer à chercher un poste dans la vente, dans le marketing, dans autre chose, dans un grand groupe. D'entrée de jeu, j'avais pas cette envie-là. Mon envie, c'était plutôt de travailler dans une petite entreprise que j'allais créer par moi-même. Après, c'est un petit peu l'envie pas du bâtisseur, mais j'avais l'envie de, peu importe si c'était un petit quelque chose, j'allais créer, mais j'avais besoin de créer ma structure, de créer mon boulot, de créer mon activité, et derrière de tout faire. Donc, parce que c'est sûr que comme c'est une petite entreprise, c'est un petit chiffre d'affaires, mais faut être multi-activité, faut faire de la compta, faut faire de la vente, faut faire du marketing, faut faire des ressources humaines, faut aimer toucher à tout. Voilà.
moi, c'est ce qui me plaisait. C'était vraiment de pouvoir tout créer, de mon logo jusqu'à ma recherche de clients, de A à Z. Ce que pouvait pas m'apporter une grosse entreprise, puisque au plus l'entreprise grandit, au plus les postes sont plutôt monotâches entre guillemets, quoi, ou plus le champ d'action de chaque poste est réduit forcément. Donc voilà, j'avais ce besoin-là. Et puis bon, au cours de ma formation, ouais, j'ai rencontré donc Nicolas, mon associé, et lui, il avait ce même projet aussi. Donc petit à petit, fil en aiguille, on a créé cette entreprise à nous deux. Mais c'est pas arrivé comme ça, d'une envie comme ça un matin en me levant. C'est quand même quelque chose qui est venu, qui était ancré, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et c'est vrai que je me souvenais d'un de mes professeurs que j'ai dû avoir en licence. Qui disait il ne faut pas attendre d'avoir 40 ans, 50 ans pour créer son entreprise, il faut le faire tout de suite en fait. Parce que tout de suite on n'a rien à perdre. Quand on crée une entreprise, forcément on démarre avec un petit salaire, ou même des fois pas de salaire du tout, on prend des risques. Et on a, ouais, comme disait Déborah, en tant que directrice de Decathlon, c'est sûr que si elle ne rentre pas de chiffre d'affaires, dans l'absolu, elle reste salariée, c'est pas son entreprise, c'est pas elle qui perd de l'argent directement. Que là, pour le coup, quand on crée son entreprise, on vit de son activité, donc pas d'activité, pas d'argent. Et quand on a 50 ans, 3 enfants, avec des études à payer, tout ça, un crédit sur sa maison et d'autres choses, c'est plus compliqué. Donc il vaut mieux le faire tout de suite. Si on a vraiment l'envie de créer son entreprise. Voilà. Une autre question ? Non ? Anaïs, on ne vous a pas beaucoup entendu. Vous êtes, vous, plutôt donc sur le market, sur les études, chez Bioderma. Vous avez aussi été sur le terrain, notamment dans l'animation des ventes. Quel comparatif, quel rapprochement on peut faire entre les deux missions, marketing et vente ? Déjà, je dirais qu'au final, c'est le même objectif, c'est vendre son produit. Quand j'étais sur le terrain, on va dire, le marketing me fournissait les outils pour le vendre. Je n'avais pas mon mot à dire là-dessus. En marketing, que ce soit en développement donc de produits ou en opérationnel, c'est nous qui fournissons le matériel pour le vendeur, donc création complète du produit et également le support marketing. Mais c'est aussi grâce à son feedback qu'on améliore le développement du produit. Donc voilà le lien que je ferai entre les deux. Sinon, pour éclaircir un peu le poste de chef de produit ou chef de gamme, moi, à mon niveau, je suis en charge de toutes les études quantitatives et qualitatives. Donc on utilise beaucoup les panels, qui sont d'immenses tableaux Excel qui répertorient les ventes par... une ligne est une référence et on regarde l'évolution des ventes sur une année ou sur un cumul de 12 mois, si ce n'est pas une année civile. On gère le développement produit, donc c'est de A à Z. Aujourd'hui, par exemple, on peut se poser la question de se développer sur un nouveau marché sur lequel on n'est pas présent. Donc on va faire une étude stratégique pour voir si Bioderma ou un autre laboratoire a sa place sur ce marché. Et puis également, plus dans le détail du développement produit, donc le pack, le nom du produit, la formulation, le lien avec la R&D. C'est un peu un poste, alors pas d'entrepreneur, mais d'intrapreneur, parce qu'on doit gérer son produit de A à Z en lien avec la R&D, le marketing international, le commerce, le réglementaire. Nous, on a un studio de graphistes internes, mais ça peut être des agences externes. Voilà. Et puis une partie gestion du portefeuille existant, ne pas oublier ce qu'on a développé et se concentrer aussi là-dessus. Et puis de l'opérationnel, des lancements par exemple de coffrets, notamment avec des laboratoires pharmaceutiques du médicament, des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires cutanés, donc on essaye d'être présent, de les accompagner dans leur démarche. Merci pour cet éclairage, c'est bien. Une main se lève. Oui. Bonjour, donc moi actuellement je suis en master 1 marketing et vente et j'avais une question pour vous Anaïs parce qu'en ce moment on a des cours de quanti et de quali et je voulais savoir si ça vous avait apporté quelque chose ou ça n'a rien à voir, parce qu'on apprend énormément de choses. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre sur son CV ou...
Enfin voilà, je voulais avoir votre avis sur ça parce que on voit certaines choses, c'est intéressant. Après, est-ce que ça vous sert ou pas? Alors moi, je me posais la même question. Et dans le doute, je me suis dit, je vais quand même essayer d'apprendre ce qu'on m'enseigne parce que peut-être que je vais vraiment l'utiliser. Et oui, ça sert. Alors pas tout, je te rassure, on ne va pas te demander la définition de l'analyse en composante principale, des choses comme ça, ni de la formule statistique. Donc ça, c'est pour le quanti. Concrètement, moi, dans mon métier, c'est plutôt le cours d'analyse des panels en Master 2 qui m'aide, parce que ça, c'est mon quotidien, d'aller fouiller dans les tableaux Excel et d'en sortir des tendances qui nous permettent de prendre des décisions sur nos gammes. Après, je pense que le détail des formules, c'est pas forcément utile, sauf si tu te destines à un poste de chargé d'études, qui est intéressant aussi et qui est ouvert dans le marketing. Après, le Cali, là, pour le coup, je pense que tout vraiment est à prendre. Moi, j'en fais encore, même cette semaine. On a des volontaires qui viennent tester nos produits. On a un laboratoire en fait indépendant. Et je profite de leur venue pour leur présenter des packagings sur lesquels on travaille, même connaître leur tendance de consommation. Donc là, c'est moi qui suis face à elles et qui dois détecter tout ça. Donc ça m'aide vraiment. Mais sinon, les plus grosses études, finalement, on les sous-traite. Donc par des entreprises spécialisées. Mais c'est important de parler le même langage et de comprendre ce que va faire la personne si justement elle fait une analyse en composante principale ou des choses comme ça, ou un test de student, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça aide vraiment à faire le bon choix quand on discute avec elle. Voilà. Donc bon courage. Une autre question ? Oui. Alors moi j'ai une question par rapport aux langues. Est-ce que vous pratiquez l'anglais dans vos fonctions? Enfin, est-ce que c'est primordial? Alors je vais me permettre de répondre. C'était pourquoi? C'était pour les marketing? Ah oui, les langues. Donc moi les langues j'en pratique, l'anglais pas du tout, juste scolaire. Espagnol scolaire aussi. J'utilise pas du tout, sauf quand j'ai des clients espagnols qui viennent se perdre. Mais sinon, j'avoue que Decathlon s'est ouvert énormément sur les pays de la BRIC, donc Brésil, Russie, Inde et Chine. Et par conséquent, je serais amenée certainement à devoir bouger à l'étranger. Si je peux aller au Brésil, ça me va bien. Mais je ne serais pas apte, en tout cas, à parler dans ces pays-là. C'est pour ça que je pense que si j'avais tout à refaire, je suivrais bien les cours. Maintenant, vu que je dois rattraper, heureusement que l'entreprise nous permet de faire des formations en anglais. Mais effectivement, ça peut être une lacune pour mon futur. Quelqu'un d'autre, peut-être ? Pour le marketing territorial, tout dépend de l'échelon où vous vous placez dans la gestion d'un territoire. Si vous êtes sur du développement économique très local et vous n'avez pas de lien avec l'international, du coup l'anglais, ça ne va pas vous servir tous les jours. En revanche, dès que vous voulez passer à un autre échelon, à gérer... pourquoi pas le développement touristique d'une destination? Alors là, c'est clair qu'en développement touristique, si vous n'avez pas l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol, c'est terminé. Et en développement économique, si vous travaillez sur du développement international avec l'Europe ou les continents, il le faut, l'anglais, c'est clair. Alors si j'ai une petite critique à faire à l'IAE là-dessus, c'est que l'anglais, on l'arrête, il me semble, en Master 1 ou en licence, je ne me souviens plus exactement. On n'en fait pas en Master 2. Tout dépend des parcours. Ça dépend des parcours. Mais en Nous, effet, sur certains parcours, on n'en faisait plus de l'anglais, et du coup quand on arrive dans le métier qu'il faut s'y remettre, quand on a des conférences ou des séminaires à l'étranger, effectivement c'est bien la formation continue après dans l'entreprise, mais il faut toujours, à mon avis, il faut vraiment travailler son anglais au maximum, et le mieux c'est de partir de toute façon à l'étranger. Alors j'en profite pour vous rappeler que vous avez accès au laboratoire des langues. On vous invite à vous former, à vous auto-former au-delà même des cours qui sont dispensés dans vos cursus. Et sachez que donc, notre directeur, Jérôme Rive, accorde une importance primordiale à l'international et organise à ce titre des événements internationaux, notamment en janvier. Vous avez les séminaires internationaux sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Nous accueillons des éminents professeurs de nos partenariats académiques partout dans le monde. Et vous avez la possibilité de réfléchir sur des sujets qui sont donnés soit par l'enseignant lui-même, soit par des entreprises. Donc, il y a aussi les Summer Business Programmes. Enfin bon,
vraiment, on vous incite et on vous invite à travailler bien sûr l'anglais, mais aussi les autres langues, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Vous devez tous parler anglais, c'est clair. Et je rajouterais juste pour le marketing, je pense que si on veut évoluer dans le marketing, c'est indispensable. Autant là, moi, au quotidien, je pratique pas spécialement l'anglais. La personne au-dessus de moi, par contre, assiste à des séminaires pour présenter ce qu'on est en train de créer dans les bureaux. Si elle ne peut pas le dire en anglais, ce sera quelqu'un d'autre à sa place et ce sera cette personne qui prendra son poste aussi. Donc voilà, mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur en se disant je n'ai pas l'anglais courant, je ne postule pas à cette offre. Il faut oser. On a tous un anglais qui n'est pas forcément parfait, surtout quand on n'est pas parti. Mais c'est en osant, en montrant qu'on pourra tenir une conversation et puis que on a envie de faire ça, qu'on nous fera confiance et qu'après on s'améliorera au sein d'un nouveau poste ou en partant à l'étranger. Une autre question ? Alors moi j'en ai encore une. Ça va être une question collégiale, après répond qui le souhaite. Une des forces, me semble-t-il, de l'Institut, de l'IAE, c'est que nous nous positionnons en tant qu'école universitaire de management. Vous avez en fin de cursus un master de fin d'études, un mémoire de fin d'études à réaliser. Est-ce que ce mémoire vous a aidé à promouvoir votre carrière ou à formaliser votre projet, ou est-ce que ça a été un plus pour vous et en quoi ? Bon, j'y vais. Alors, pour le coup, je ne sais pas si ça va promouvoir l'IAE, mais pas du tout. Dans le sens où mon mémoire, c'était, je savais que j'allais être gardée dans l'entreprise. Il faudra couper au montage. Hein. Donc, je savais que j'allais être gardée dans l'entreprise, et quelque part, mon mémoire, c'était juste l'aboutissement de ce bac plus 5. Et je pense qu'il n'était pas représentatif de toutes les années de travail qu'il y avait eu en amont. Voilà, c'est à la limite le seul regret que je peux avoir sur ces Master 2. C'est qu'il y avait trop d'importance à accorder à ce mémoire et pas assez, je pense, à tout ce qu'on a pu, au contrôle continu ou éventuellement à l'expérience en entreprise. Ok. Camille ? Moi, j'ai un avis un peu différent, en fait. Alors, pour ma part, c'est pareil. Le mémoire que j'ai fait, la problématique a servi à l'entreprise, mais moi, j'ai quitté l'entreprise, donc je n'ai pas eu les résultats ni le fruit du travail que j'avais fait. Par contre, en fait, je trouve que ça permet de prendre du recul à un moment donné sur le poste qu'on a eu, sur l'entreprise dans son ensemble, parce qu'en fait, par rapport à tous les postes qu'on occupe, des fois, on n'a qu'une vision un petit peu restreinte de l'entreprise, et le mémoire nous permet, en tout cas moi m'a permis, d'aller voir d'autres services, d'essayer d'avoir une vision d'ensemble, une vision plus globale, et de mettre en interaction. Tout à l'heure, Anaïs nous disait, voilà, moi, je fais tous les outils, je crée tous les outils pour ensuite le vendeur, finalement. Et ça, c'est des choses. Est-ce qu'on s'aperçoit l'impact de la création des outils au marketing que ça peut avoir en tant que nous, après, moi, je me positionne dans la position du vendeur, puisque aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais ça, c'est des choses, en fait, le mémoire nous permet d'aller se poser toutes ces questions, de réfléchir plus globalement, en fait, à pourquoi l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle se positionne sur son marché, comment elle interagit, les personnes interagissent et les services les uns avec les autres. Et ça permet de prendre du recul, et du coup, c'est peut-être de se poser d'autres questions sur qu'est-ce que je vais faire plus tard, est-ce que c'est vraiment ce métier-là que je vais faire, est-ce que ce métier que j'occupe aujourd'hui, ça sera le même dans une autre structure. Et au-delà de la problématique pure et dure, si on le fait bien du commencement, avec son travail de recherche, ça permet... je vous rassure, moi je l'ai fait au dernier moment et ça ne m'a pas empêché d'avoir mon master, vous couperez. Mais ça permet quand même de se poser toutes ces questions, plus ou moins longtemps à l'avance, quoi. En fait, pour juste contrebalancer, ce qu'il faut, je pense qu'au-delà du mémoire,
c'est pas la finalité de ce master-là. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est la richesse de ce master. Moi, personnellement, pourquoi j'ai choisi Lyon? J'aurais très bien pu rester sur Brest ou Nantes, plus proche, et j'ai fait carrément le grand écart pour venir sur Lyon, parce que pour moi, il avait une vraie plus-value personnelle. Il y avait une gestion des conflits, une gestion du stress, en tout cas, ça faisait partie des enseignements. Ensuite, il y avait l'assertivité, etc., etc. C'est vraiment des choses qu'il n'y avait pas ailleurs. C'est pour ça que je l'ai choisi, et pas pour un mémoire, finalement. Donc, je pense que c'est la richesse de l'enseignement. Aussi les intervenants, ce que j'ai en tête, un intervenant de Selecta qui était venu, et qui nous avait juste envoyé du rêve sur son métier. Donc c'est tout ça qui fait la richesse de ce master, et pas forcément le mémoire en soi. J'ai envie de dire, s'il pouvait compter pour très peu dans l'obtention du diplôme, ce serait mieux. Ce qui n'est pas le cas, je le rappelle. Et je compléterai ce que vous disiez toutes les deux. Effectivement, c'est la richesse du master qui fait les compétences qu'on a. Mais moi, ça m'a vraiment permis, le master m'a vraiment permis de faire le lien avec la richesse de toutes ces matières. Et surtout de gérer un projet de A à Z. Moi, ce que je vous conseillerais, dans la mesure du possible, c'est de traiter une problématique qui intéresse votre entreprise, si c'est possible. Et puis, ce qui est encore plus important, c'est quelque chose qui vous intéresse, pour que vous ayez la motivation de vous remettre dessus le soir en rentrant du travail, parce que sinon, vous ferez forcément quelque chose de plus plat, on va dire. Et moi, j'ai profité en fait du mémoire pour montrer mes compétences au sein de l'entreprise. Je m'explique, il y a beaucoup de stagiaires chez Bioderma, notamment en marketing. Il y a des stagiaires qui sont diplômés de pharmacie, qui ont fait HEC derrière, donc la barre est assez haute quand on a un BTC esthétique et on a fait l'IAE. Et moi, j'ai vraiment pris ça comme un challenge, parce qu'il y a une procédure de relecture, en fait, pour valider qu'on ne dévoile pas tous les secrets de Bioderma, tout ce qu'il va faire dans 10 ans. Donc moi, j'ai profité de ça plutôt comme une opportunité pour faire lire mon mémoire au directeur marketing stratégique et développement, qui est bientôt le directeur du Canada, Bioderma au Canada. Et ça a été une opportunité gagnante, parce que ça lui a plu, et ensuite on s'est rencontrés, et je pense que ça a permis aussi la prolongation de mon stage. Bon, j'ai pas gagné un poste, mais voilà, ça, c'est un avantage dans son réseau professionnel. Et j'aurais pas pu le faire, ça, parce qu'il est tellement occupé, cet homme-là, ce qui est normal. Il se serait pas forcément intéressé, il n'aurait pas eu les moyens d'évaluer mon travail au quotidien. Donc, essayez, si vous le pouvez, ça peut valoir le coup pour vous faire un réseau un peu sympa. C'est ce qu'on laisse de nous dans l'entreprise, finalement, si nous, on n'y reste pas. Donc, ça a quand même de l'importance, faut pas croire. Enfin, en tout cas... Oui, Claire. Oui, juste pour compléter, je suis totalement d'accord avec vous, un peu moins d'accord avec toi. Mais le mémoire, pardon, c'est vraiment c'est exactement ça. C'est votre première publication en tant que professionnel, en fait. Donc pour ma part, le mémoire, c'était une problématique qui importait énormément au comité régional du tourisme. Il se posait la question d'aller prospecter la clientèle des jeunes en 18-25 ans d'autonomie de séjour. Et donc du coup, moi, j'ai fait une étude de marché sur cette clientèle-là. Et après avoir publié mon mémoire, justement, il a été lu par le directeur général du CRT, il est remonté dans la région, il a été publié sur le site internet de la région. Et du coup, dans Google, quand je tapais mon nom au tout début de ma sortie sur le marché du travail, je retrouvais une partie de mon mémoire qui avait été mise en ligne. Donc vous commencez votre book, en fait, en tant que professionnel. Donc il y a cette partie-là qui est très importante. Donc je vous invite à passer beaucoup de temps sur votre mémoire, au contraire, à bien le travailler, à bien travailler vos outils, à en faire un document opérationnel et pas théorique, au contraire. Et ensuite, ça vous aide effectivement, comme qui parlait du liant, c'était toi, et c'est complètement ça. Quand vous allez vous en entrer sur le marché du travail, vous allez partir dans une course folle. Et vous allez partir sur des objectifs, vous allez travailler comme des fous, comme nous tous. Et le mémoire, en revanche, c'est un temps de pause, en fait, où vous allez pouvoir regarder tout ce que vous avez fait durant vos 5 dernières années d'études, et notamment la dernière en cours, et vous allez utiliser des outils, vous allez passer du temps à rechercher, et quand vous serez ensuite dans votre poste, à courir comme un fou avec la nez sur le guidon, vous direz « pendant mon mémoire, j'ai travaillé là-dessus ». Et ça va vous aider peut-être à revenir sur des outils concrets que vous avez appris pendant vos études. Et ça revient sur le cours de Calais-Canty, c'est un peu la même chose. Tout ce que vous apprenez, ça va vous servir dans tous les cas, ne serait-ce qu'à avoir une richesse, une capacité de recul, une capacité de réflexion et de savoir utiliser les choses que vous avez rangées dans vos petits tiroirs. Donc, passer du temps sur votre mémoire, c'est très important. Moi, je pense qu'au contraire, c'est très important. Et je compléterai en disant que finalement, le mémoire, on peut le sortir à toutes les sauces en entretien d'embauche. Parce que là, moi, je suis confrontée à ça. Et quand on a peu ou pas d'expérience, pouvoir
expliqué qu'on a fait son mémoire comme de la même manière qu'on aurait géré un projet, parce que pour moi j'ai développé une gamme de produits, donc il y a la partie études, les entretiens qualitatifs, voire quantitatifs, la partie proposition, packaging, etc. Bah, finalement, c'est le métier au quotidien d'un chef de produit, donc quand on l'a pas concrètement fait, c'est un coup de pouce. C'est un vrai plus, en effet. C'est à nous de le faire vivre. Le mémoire, après, ça peut être un élément, comme tu disais, gagnant, quoi, finalement. Ou pas, mais bon, c'est après, chacun décide de son avenir. Hein. Moi, j'irais même au-delà. Pour les étudiants qui sont en master, et notamment en master 2, en filière initiale, donc en recherche d'un stage de fin d'études, n'hésitez pas à vous interroger d'abord sur, bien sûr, le secteur d'activité, le métier que vous avez envie d'occuper demain, mais soyez force de proposition, et y compris sur une thématique de mémoire. C'est-à-dire que si un sujet vous intéresse, si un secteur d'activité vous intéresse, n'hésitez pas à contacter les professionnels en leur disant, voilà, moi je suis spécialisée dans tel domaine, et compte tenu de ce que je sais de vous, de votre entreprise, de votre marché, de l'évolution de votre secteur, je vous propose de réfléchir pendant 6 mois et à travers ce mémoire sur telle thématique. Et là, vous marquerez des points. Y a-t-il une dernière question ? Non ? Alors je vous propose peut-être un petit mot de la fin avant de nous séparer, et en tout cas de vous remercier d'avoir participé à ces témoignages. C'est toujours très intéressant et toujours très important pour nos étudiants et nos diplômés de savoir quelles sont les opportunités professionnelles qu'ils peuvent rencontrer à l'issue de leur cursus. Donc peut-être un petit mot de la fin, chacun ? Geoffroy ? Ben, moi, je vous dirais qu'à l'issue voilà, de votre master, ciblez ce que vous voulez faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, la spécialisation, pour moi, c'est une force. Ciblez bien et préparez à fond vos entretiens. Allez-y avec un objectif important. Mettez-vous mettez-vous pas trop la pression, mais mettez-vous la pression quand même aussi. Et pour ma part, dans le monde du commerce, il y a toujours du job, et je pense qu'il y en aura toujours dans les nombreuses années à venir. C'est un secteur où, quand on regarde sur les sites, les moteurs de recherche dans l'emploi, il y a toujours du job. Simplement, voilà, il faut à fond cibler ce que vous voulez faire, l'entreprise, et surtout pourquoi vous voulez y aller. Si vous avez répondu à ça, ben, allez, banco. Merci Geoffroy. Claire ? Je prends la suite. Alors moi, je vous inviterai à cultiver à fond votre réseau, en commençant par votre réseau familial, pour votre recherche d'emploi et puis même pour votre carrière. Identifiez quel est votre réseau familial, quelles sont les personnes qui pourraient vous aider et vous permettre d'être en contact avec. Allez sur les réseaux sociaux, c'est Viadeo, LinkedIn, c'est très connu, mais ça fonctionne, donc allez-y. Et ensuite, votre réseau au sein de l'IAE, gardez-les. Conservez vos liens avec vos professeurs, vos intervenants professionnels, avec le service emploi-carrière de l'IAE. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, il faut garder les liens. Et si un professionnel vous a apprécié dans votre stage ou dans votre mémoire ou en cours et vous demande de vous donner des nouvelles, de le tenir au courant de votre évolution, c'est pas forcément facile quand on est jeune diplômé d'aller donner ces nouvelles à un grand directeur ou autre. S'il vous l'a demandé, c'est qu'il le souhaite, donc faites-le. Cultivez votre réseau professionnel également. Moi, je dirais juste une chose. Je pense qu'on est assez représentative du marché de l'emploi à l'heure actuelle. Je pense qu'il ne faut pas être trop utopique en se disant qu'il y a des postes partout dans le marketing. Ce n'est pas forcément vrai. Par contre, il y a des postes dans le commercial. Ça, c'est vrai. Et si je peux prêcher pour ma paroisse, on recrute chez Decathlon. Donc, si vous souhaitez venir chez Decathlon, vous aurez des postes en tant qu'entrepreneur, sans les risques et sans les bénéfices, ça c'est sûr. Mais voilà, n'hésitez pas. Moi, j'y suis rentrée par hasard. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais juste faire ma dernière année de master et après, je partirai parce que je n'ai pas forcément envie de continuer dans le métier du sport. Et en fait, oui, j'y suis toujours. Donc, c'est que mine de rien, cette école m'a séduit. C'était pour l'attendre 2 secondes, non ? Je croyais que tu voulais aller chez Decathlon. C'était le sport que tu faisais ? Je croyais que c'était plus le camping.
Ou sinon, si vous n'avez pas trouvé de poste dans une entreprise qui vous intéresse, montez votre entreprise. Je croyais que vous vouliez proposer de faire des ménages ou des gardes d'enfants. Ah non. Si vous c'était en dehors de... Je pense surtout aux jeunes filles qui cherchent à compléter leurs heures pour la garde d'enfants. C'est possible. Les garçons, c'est possible aussi. La parité, c'est important. Mais dans ce milieu-là, c'est plutôt l'inverse. Et sinon, voilà, c'est vrai que c'est toujours... on pense toujours à se faire recruter quand on finit ses études, mais c'est vrai qu'on ne se met pas toujours en tête de monter son entreprise. C'est pas quelque chose qui vient forcément naturellement. Mais n'hésitez pas à y réfléchir. Ça peut être la solution pour vous. C'est peut-être pas forcément de se faire embaucher. Voilà. Merci Bertrand. Moi, je vais reprendre un point qu'a soulevé Camille qui me paraît vraiment très important, c'est le fait de bouger, de ne pas rester en fait dans un périmètre de confort autour de chez soi. Mais effectivement, si on veut saisir des opportunités, il faut s'en donner les moyens. Et souvent, elles sont à Paris, le plus souvent d'ailleurs, rarement en province, oui. Lille aussi, mais quoi qu'il en soit, il faut oser se déplacer parce que les opportunités ne viendront pas à vous. Les postes qui vous permettront en fait de faire la bascule sur d'autres activités, sur d'autres fonctions, de grimper dans l'échelle des entreprises, c'est pas en restant chez soi que ça fonctionne. Voilà. Moi, je dirais 3 choses, parce que je me souviens de nombre d'interventions à l'IAE quand j'y étais, où j'en sortais avec les larmes aux yeux en me disant « j'y arriverai jamais », parce qu'avec ce qu'ils nous disent, on est beaucoup trop nombreux. Déjà, la première chose, je vous dirais de foncer pour un métier qui vous plaît. Souvent, on se pose 36 000 questions à l'IAE. Ah oui, mais ça, je ne sais pas s'il va me prendre. En plus, le prof, il est un peu bizarre. Ma copine, elle ne me suit pas, machin, des choses comme ça. Posez-vous pas 36 000 questions, posez-vous la question du métier qui vous plaît et puis du secteur qui vous plaît, les vins, la cosmétique, peu importe. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous serez forcément bon, donc vous réussirez, c'est ce qu'il faut se dire. Deuxième chose, effectivement, il n'y a pas beaucoup de postes en marketing, mais il y a des petits plus qui peuvent vous aider. Les langues, on l'a dit, ou sinon des missions, comme je l'ai fait moi pour Danone, qui peuvent vous aider à avoir le numéro de portable direct d'une DRH chez Danone. Alors forcément, il n'y a pas forcément un poste à la clé, mais c'est pratique quand on voit une offre d'emploi là-bas, de l'appeler, lui dire « est-ce que tu penses que je peux être dans le profil ?» Oui, non, au moins la réponse est claire, mais le jour où le profil correspondra au mien, je me dis c'est peut-être un plus pour y arriver. Et dernière chose, c'est un peu la pub pour l'IAE, profitez du service emploi carrière alternance. Vous les voyez peut-être pas, mais il y a vraiment quelqu'un derrière ces portes-là et elles peuvent vraiment vous aider. Il y a des offres d'emploi, mais elles peuvent vous aider concrètement pour faire votre CV, chercher des entreprises cibles, vous mettre en relation avec des anciens étudiants qui seraient dans le secteur qui vous intéresse. Donc profitez-en. On ne le sait pas forcément, mais c'est un plus énorme. Voilà. Merci Anaïs. Ouais. Moi, pour conclure, je dirais que le master vente, alors je ne sais pas qui fait le master vente et management commercial ici, parce qu'on a parlé beaucoup de marketing, personne. Ils sont en entreprise, je crois. Ah, c'est bien, ils travaillent. Donc, du coup, ça serait pour dire, alors finalement, que tous les diplômes du master, non, je vais parler du mien que je connais bien, mais qui a un bon aboutissement à être sur des postes de commerciaux ou de management, puisqu'on a vu, ou de création d'entreprise, on a les différents profils. Voilà, je voulais faire un petit aparté sur la vente, mais si aujourd'hui, je ne sais pas qui est-ce que ça intéresse vraiment, la vente pure et dure aujourd'hui, ici. Toujours pas, personne. Vous êtes vraiment tous ciblés marketing alors et communication. Ok, c'est dommage parce que la vente, c'est pas la vision qu'on en a et je pense qu'on peut être, c'est un métier noble. On peut être, on entend beaucoup de choses sur la vente, le vendeur qui est vraiment dévalorisé au sens, le vendeur au sens pur du terme. Et en fait, je pense que ce qui fait, il faut revaloriser cette image et ce qui fait que, c'est le vendeur qui fait que c'est, ouais voilà, En tout cas, l'expérience de vente. L'expérience de vente vous permettra d'être un très bon marketeur. Ça, c'est certain. Donc, n'ayez pas peur de passer par le terrain avant
d'aller faire du marketing au service des équipes de vente. Ça permet, oui, exactement. Vous saurez de quoi vous parler d'autant plus. Merci Anne-Sophie. Bien, merci à tous de votre présence, du temps, de la qualité de vos interventions et de nos échanges. J'espère que ces témoignages vous ont éclairé sur les métiers du marketing, de la vente, moins de la communication représentée aujourd'hui, mais en tout cas, on s'aperçoit que ce domaine est très lié. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos parcours immédiats et futurs. Je vous rappelle que le Forum Carrière du Management a lieu le 29 novembre, donc au Salon des Symboles. Venez nombreux, des entreprises qui recrutent des stagiaires et des diplômés seront là pour vous accueillir. Voilà. Merci à tous et très bonne fin de journée.